Kim et Ken Herman sont deux frères et sœurs de 8 et 11 ans qui vont disparaître quand ils se rendaient chez un ami. L'affaire est malheureusement encore irrésolue aujourd'hui, mais pour tout savoir sur cette triste histoire, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec une histoire encore une fois assez triste et non résolue. Donc voilà, j'espère qu'elle vous intéressera. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne car quand on sera à 1000 abonnés, je vous ferai une semaine entière de vidéos. Je vais commencer par vous parler de la maman de Kim et Ken. Elle s'appelle Tini Mast et elle s'est mariée très tôt à l'âge de 16 ans. Avec son mari, Tini va avoir sa première fille qui sera Kim, mais malheureusement elle divorcera très peu de temps après la naissance de sa fille. Un peu plus tard, Tini va se remarier avec un autre homme qui s'appelle Manuel Herman et qui va adopter Kim. Avec son deuxième mari, ils auront un enfant qu'ils vont appeler Ken. Malheureusement, un peu plus tard, Tini va de nouveau divorcer de Manuel Herman. Mais elle se remariera avec un troisième homme avec qui elle aura un nouveau petit garçon qu'ils vont appeler Axel. À ce moment-là, Kim a 11 ans et Ken a 8 ans. On est en 1994 et à ce moment-là, Tini est enceinte de son quatrième enfant, toujours avec son troisième mari avec qui elle est restée, et donc elle est enceinte de 6 mois au moment des faits. Toute la petite famille habite à Anvers, c'est une ville belge du côté néerlandophone. Mais malheureusement, tout va basculer pour la petite famille le 4 janvier de l'année 1994, car ce jour-là, Kim et Ken vont disparaître. En fait, tout commence donc le 4 janvier à 17h30. Kim et Ken vont demander à leur maman s'ils peuvent aller jouer dehors au foot avec un de leurs amis. Là, la maman de Kim et Ken, elle va dire oui, pas de souci, et elle va appeler la maman de cet ami en question. Ils vont s'arranger, et en fait, ce qui était prévu, c'est que Kim et Ken dorment ce jour-là chez leur ami. On sait que les enfants sont partis de chez eux à 17h30 et qu'ils ont été aperçus quelques minutes plus tard près d'un arrêt de tram près du Palais des Sports d'Anvers. Ça a été un témoignage extrêmement important parce que c'est la dernière trace qu'on aura de Kim et Ken. Après ça, on ne les verra plus jamais et plus personne ne dira les avoir vus. Pour en revenir à la chronologie des faits, en fait, Tini, donc la maman des enfants, va être alertée quand même un bon moment après par la maman de l'ami qui devait voir Kim et Ken. Donc cette maman va téléphoner à Tini et va lui annoncer que voilà, ses enfants ne sont jamais arrivés chez elle et donc elle s'inquiète un peu, elle se demande s'ils sont déjà partis. Et là, je peux même pas imaginer ce que Tini a dû ressentir parce que ses enfants étaient partis depuis maintenant un bon moment et de savoir qu'ils n'étaient pas arrivés à l'endroit où ils devaient être, ça a dû être horrible pour elle et directement elle a su que quelque chose n'allait pas. Directement, une fois qu'elle a raccroché avec la maman de l'ami en question, Tini va directement appeler la police pour leur informer que ses enfants ont disparu et encore une fois, je pense que vous commencez à connaître un petit peu la procédure, eh bien la police va dire qu'il faut attendre et que ses enfants ont sûrement fugué. Mais Tini, elle savait que ses enfants n'avaient pas fugué, ils avaient seulement 8 et 11 ans et ils étaient calmes, ils n'avaient aucune raison de fuguer parce que tout s'était bien passé, ça se passait bien chez eux. Donc voilà, Tini, elle savait que ses enfants n'avaient pas du tout fugué. Tini, là, elle va avoir exactement le bon réflexe à avoir. Elle va décider de parler à la presse, d'expliquer à la presse que ses enfants ont disparu et aussi surtout de montrer des photos de ses enfants au cas où des gens les verraient. Il faut que leurs photos tournent. La police n'a pas encore montré ou lancé d'avis de recherche en montrant des photos des enfants, donc Tini l'a fait par elle-même. Aussi, en contactant la presse, déjà ça met beaucoup de pression à la police et aussi elle peut sensibiliser des gens, trouver des bénévoles pour les aider à faire les recherches. Donc voilà, je pense que parler à la presse était la chose la plus importante à faire à ce moment-là. Suite aux nombreux articles qu'il y a eu sur Kim et Ken, la famille a pu organiser une grande recherche et aussi ils ont imprimé beaucoup de portraits de Kim et Ken, des milliers d'affiches qu'ils ont pu afficher un peu partout, qu'ils ont pu aussi donner à des gens et voilà, donc ça a pas forcément aidé parce que c'est vrai qu'il était
tard. On dit toujours que les premières heures sont les plus importantes. Là, ça faisait quand même déjà un bon moment qu'ils avaient disparu, mais en tout cas, elle ne s'est pas laissée abattre, elle a continué à chercher, elle a continué à donner des affiches à tout le monde, à les afficher un petit peu partout. Et aussi, c'est vraiment important de savoir que toutes les affiches qui vont être imprimées, donc plusieurs milliers d'affiches, c'est au propre coût de la famille. Parce que comme la police ne s'en mêle pas, c'est la famille qui doit prendre dans leurs économies pour pouvoir imprimer ces affiches. C'est vraiment... Moi, je trouve ça vraiment fou. Mais bon, là, il y a quand même plusieurs jours qui vont passer. Les enfants ne sont toujours pas revenus à la maison. Et là, heureusement, la police va commencer à prendre l'affaire au sérieux. Parce que, bon, voilà, l'hypothèse de la fugue commence à devenir un petit peu difficile à croire. Et puis, même, en fait, même s'ils avaient fugué, même s'ils avaient réellement fugué, un enfant de 8 et 11 ans, enfin... Voilà, c'est grave s'ils sont seuls en pleine nature, en pleine rue, au bord de la route. Il faut les retrouver. En tout cas, là, la police commençait à faire leurs premières recherches d'eux-mêmes. Mais bon, encore une fois, les recherches de la police n'ont strictement rien donné. Oui, effectivement, ça faisait longtemps que Kim et Ken avaient disparu. Peut-être qu'on aurait pu trouver des indices si on avait commencé les recherches dans les heures qui suivaient leur disparition. Mais là, c'était un petit peu trop tard, donc... Voilà, on n'a vraiment rien trouvé. La police, à ce moment-là, ils vont commencer à se dire que Manuel Herman, donc qui est le papa de Ken et le père adoptif de Kim, est peut-être un suspect. Donc voilà, ils vont se dire que Manuel Herman est quand même un petit peu bizarre dans cette affaire et ils vont décider de l'interroger. Je fais une parenthèse pour dire que souvent, dans les disparitions d'enfants, la police regarde souvent en premier dans la famille proche des enfants, parce que une grande partie du temps, ce sont les parents ou ce sont de la famille en fait qui assassinent ou qui enlèvent les enfants. Bien que on entende souvent des histoires de personnes qui kidnappent des enfants, comme des kidnappeurs en série. C'est vrai qu'on entend souvent parler, mais la plupart du temps, ça reste quand même la famille quand un enfant disparaît. La police décide d'interroger Manuel. Manuel, il est quand même assez bizarre et il va donner un alibi qui est tout aussi bizarre. Il va expliquer que le jour de la disparition de Kim et Ken, il était dans la cave de sa maison et il méditait. C'est quand même bizarre comme alibi. Enfin, déjà, il n'y a personne qui peut le confirmer. Et d'un autre côté, je me dis, c'est quand même difficile de pouvoir inventer ça. Je méditais dans la cave de ma maison. Ça doit quand même partir de quelque chose. Tu peux pas inventer ça. Enfin, je sais pas, mais ça me paraît assez fou. Donc, voilà. En tout cas, il est quand même assez bizarre et la police va se dire que ça reste un suspect potentiel. Si vous demandez quelle était la nature de la relation entre Manuel et Tini, donc après leur divorce, je sais pas vraiment vous répondre. J'ai pas trouvé d'informations sur ça, malheureusement. Donc je sais pas s'il voyait ses enfants ou pas. Il n'y a pas énormément d'informations en fait qui sont sorties par rapport à cette histoire et c'est vraiment triste en fait parce que justement ça empêche les gens aussi de pouvoir réfléchir, ça empêche les gens de pouvoir avoir leur avis et de peut-être pouvoir aider la justice. L'enquête va un petit peu avancer et il va y avoir un rebondissement. En fait, le parquet d'Anvers va recevoir une lettre anonyme dans laquelle il est écrit que voilà, c'est le tueur de Kim et Ken qui leur écrit et qu'il explique qu'il a jeté le corps des deux enfants dans le canal Albert à Anvers. Ce qui va être d'autant plus troublant, c'est que les enquêteurs vont avoir de très bonnes raisons de penser. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'était une certitude dans la tête des enquêteurs que c'était Manuel Herman qui avait envoyé cette lettre anonyme. Ce qui va l'incriminer encore plus dans la tête des policiers, c'est que le 7 septembre 1994, Manuel Herman va faire une tentative de suicide en prenant plusieurs médicaments. Heureusement, il va être amené à la clinique de Stuivenberg et là, les médecins vont réussir à le réanimer. Et dès le lendemain de cette tentative de suicide, Manuel va être interné en hôpital psychiatrique. Ce qu'on savait, c'était que si Manuel Herman était interné pendant un long moment, on ne pourrait plus l'interroger. Au final, le procureur d'Anvers ne s'est pas opposé au fait que Manuel Herman se fasse interner, donc voilà. On n'a pas eu d'autres preuves, d'autres indices qui auraient pu l'incriminer, simplement il a été en hôpital psychiatrique et c'est tout. Donc c'est assez malheureux parce que ça aurait été important, je pense, de fouiller cette piste et ça n'a pas été fait. Donc on reste un petit peu sur notre faim de ce côté-là, je trouve. Mais tout ça n'empêche pas qu'il va y avoir un nouveau rebondissement dans l'enquête. Le 11 février 1994, le corps de la petite Kim va être retrouvé. Il est à peu près 9h du matin quand un batelier va retrouver le corps de la petite fille.
décédé dans le bassin de l'Aciduc. Donc ça, c'est un des bassins près du vieux port d'Anvers, et donc on peut remarquer que ce qui avait été écrit dans la lettre était vrai. Donc on a réellement retrouvé le corps de la petite Kim dans un des bassins du port d'Anvers. Donc là, je vais rentrer dans les détails de l'état du corps de Kim quand on l'a retrouvé. Donc voilà, si vous êtes sensible, passez ce moment. Kim a été retrouvée nue, il lui restait plus qu'un t-shirt et en fait ses sous-vêtements avaient été en partie arrachés et elle avait sa culotte descendue sur les chevilles. Le médecin légiste a pu observer que son corps avait de nombreuses blessures au dos, au ventre, à la poitrine et au cou. On a aussi retrouvé des égratignures sur ses genoux et des traces de terre et d'herbe, un peu comme s'il avait été mise à genoux ou qu'elle était tombée à genoux dans un bois ou en tout cas dans un endroit où il y avait beaucoup de verdure. On va aussi se rendre compte que Kim, donc qui avait seulement 11 ans, s'est faite abuser sexuellement avant sa mort. Mais malheureusement, à cause de la décomposition assez avancée de son corps, on n'a pas pu retrouver des traces d'ADN d'homme sur son corps. Grâce à l'autopsie, on va pouvoir savoir que Kim a été assassinée le jour de son enlèvement. Donc elle n'a pas été retenue pendant un moment quelque part, elle a simplement été kidnappée puis assassinée. Suite à ça, la police va envoyer beaucoup de plongeurs dans le bassin où Kim a été retrouvée pour essayer de retrouver son petit frère Ken qui avait seulement 8 ans. Ils vont quand même fouiller pas mal, mais malheureusement on ne va pas retrouver Ken et on ne le retrouvera d'ailleurs jamais. Alors je dis qu'on ne l'a jamais retrouvé, mais c'est vrai que c'est possible qu'on ait retrouvé son corps mais qu'on n'ait pas pu l'identifier et qu'aujourd'hui ces ossements soient juste des ossements d'un enfant qui n'a jamais été identifié. Ça arrive souvent et voilà, il faut se dire que c'est une possibilité. Malheureusement, même si on a retrouvé le corps de Kim, on a su à peu près ce qui s'était passé, mais on n'a toujours aucun indice sur le coupable. Ça ne nous a pas du tout fait avancer dans l'enquête. À un moment, on soupçonnera même le tueur Ronald Jansen, qui était un tueur en série à l'époque, donc on soupçonne d'avoir enlevé et tué les 2 enfants. Pour vous situer, Ronald Jansen, c'est un tueur en série qui est né en 1971 dans la province du Limbourg. Il a été condamné à la prison à perpétuité en 2011 pour le meurtre de 3 personnes entre 2007 et 2010 et aussi il aurait commis 5 viols entre 2001 et 2010, mais on l'accuse quand même d'avoir commis plutôt une vingtaine de viols. Une des raisons pour lesquelles on l'a soupçonné, c'est qu'à l'époque de ces meurtres, il avait lui aussi lancé le corps d'une de ses victimes dans le canal Albert, qui est un canal qui se jette dans le vieux port d'Anvers. Donc là, on avait retrouvé le corps de Kim. Au final, la piste du tueur en série a été écartée, il n'y avait malheureusement pas assez d'éléments qui pouvaient l'incriminer. Comme l'enquête faisait toujours du surplace, en 1995, il y a eu la création du comité Kim et Ken. Donc la personne qui en était à l'origine, c'était Tini, la maman de Kim et Ken, et il y avait aussi beaucoup de familles d'enfants qui avaient aussi disparu, qui se sont joints à la cause et qui ont fait partie du comité, qui ont fait de nombreuses recherches, qui ont fait des marches blanches, qui ont fait des manifestations pour faire avancer l'enquête. Vraiment, ils ont beaucoup donné d'eux-mêmes et ça a duré de l'année 1995 à l'année 2015, donc ils ont quand même résisté à un long moment. En plus du comité, Tini va aussi mener un long combat contre l'institution judiciaire qui a quand même négligé pas mal l'enquête. C'est important de vous dire qu'ils ont tellement négligé l'enquête, ils ont tellement laissé Tini se débrouiller seule qu'elle a fait une fausse couche. Donc rappelez-vous, à l'époque, elle était enceinte de 6 mois et elle a perdu son bébé parce que voilà, la police a un peu laissé seule à elle-même. Elle a eu énormément de stress, énormément de tristesse, de colère. Elle a fini par en faire une fausse couche. Donc c'est vraiment triste. Il faut aussi savoir que c'est seulement 9 ans après la disparition de Kim et Ken que Tini a enfin pu avoir accès au dossier. C'est vraiment fou. Tini va même s'exprimer à la presse en disant « Je n'ai jamais été prise au sérieux, on m'a toujours traitée comme une marginale. Nous étions mal informés sur les recherches, nous avons été freinés et nous avons même été interrogés comme des suspects. Quand on regarde le dossier, on voit que la police n'a rien fait. » Le 23 janvier 2002, Tini, qui était toujours avec le même mari qu'en 1994, a eu un fils qu'elle a appelé Julien. Aussi en 2004, le dossier du meurtre de Kim et Ken a été transféré des autorités d'Anvers aux autorités de Dinan.
Les autorités de Dinan, eux, ont relu le dossier et ils ont émis l'hypothèse que peut-être Kim et Ken auraient pu avoir été kidnappés à l'époque par Michel Fourniret. Ils ont essayé de prouver cette hypothèse, mais malheureusement, ça n'a pas été plus loin et ça a vite été abandonné. Aujourd'hui, l'enquête n'a pas été résolue et Ken n'a jamais été retrouvé. Tini, pour autant, n'a jamais arrêté de se battre. En 2006, elle a même écrit un livre sur la disparition de ses enfants. En 2009, elle a aussi demandé à ce que l'affaire soit revue par de nouveaux enquêteurs. Finalement, elle a demandé à ce que son fils, Ken, soit déclaré mort parce que voilà, elle a commencé à perdre espoir qu'on le retrouve un jour vivant et là, elle a comme voulu faire son deuil en demandant à la justice qu'on le déclare mort et ça a été accepté en 2014. Aujourd'hui, ça fait 27 ans que les enfants ont disparu. On ne peut que souhaiter que l'affaire soit un jour résolue. C'est vraiment tout ce que je souhaite pour que Tini, la mère, puisse faire son deuil. Ça doit quand même encore être extrêmement difficile pour elle aujourd'hui et je pense que ça le sera toujours. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et aussi à me dire vos théories. J'adore les lire, donc vraiment continuez. C'est vraiment chouette qu'on puisse échanger là-dessus. Et puis aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!